Bonjour, Benoît Leguet, CDC Climat. Une petite question qui, pour l'ensemble du panel, mais peut-être plus pour Jean-Marc. J'ai bien compris que le PIB ne pouvait pas croître indéfiniment. Dans ce cas, par quoi exactement est-il borné? J'ai compris qu'il y avait des ressources physiques non renouvelables et des renouvelables. Donc si c'est renouvelable, je me dis que c'est pas borné. Là, j'ai du mal aux frontières, on va dire. Pour ça, il faut rentrer dans une introspection un peu plus détaillée, et je vais répondre en creux en donnant un exemple de croissance qui pourrait être infinie et dont je te laisserai apprécier si finalement ça règle un quelconque problème. Tu connais probablement cet exemple. Quand tu doubles le prix d'un mètre carré vendu quelque part, tu augmentes le PIB. Pourquoi est-ce que tu augmentes le PIB? Parce que la production de crédit augmente, ça rentre dans le PIB. Les commissions d'agence augmentent, elles sont assises sur le prix de vente, ça rentre dans le PIB. Les impôts locaux augmentent, ça permet de payer des fonctionnaires et ça rentre dans le PIB. Est-ce qu'on a changé quoi que ce soit au flux physique? Non. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit au bien-être des gens? Je ne sais pas. Voilà un exemple dans lequel j'ai fait de la croissance que je peux faire perdurer de manière infinie. C'est-à-dire que je peux indéfiniment faire de la création monétaire, parce que le crédit est de la création monétaire, pour financer de l'inflation sur le prix de l'immobilier, en face de quoi je mets une augmentation des salaires, je peux indéfiniment, je peux indéfiniment m'amuser à faire ça. Ça ne marche pas, justement. Si c'est de l'inflation, ce n'est pas du volume, de PIB. Ça, je ne suis pas d'accord. Sur les actifs, ce n'est pas compté comme de l'inflation. La hausse de valeur des actifs, qu'il s'agisse des actions ou des mètres carrés ou des œuvres d'art, ce n'est pas de l'inflation. Oui, mais c'est compté dans le PIB quand même à travers ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les loyers imputés augmentent au même rythme que les prix pas les crédits, immobiliers. Pas la production de crédit. Le PNB, le produit net bancaire, il augmente. Et ça rentre directement dans le PIB. Et ça rentre directement dans le PIB. Donc et du reste, une bonne manière de faire de la hausse du PIB dématérialisée, ce qu'on a observé depuis les chocs pétroliers, c'est-à-dire depuis le moment où les flux physiques se sont brusquement arrêtés de croître aussi vite, eh bien, ça, il aurait fallu un peu plus de temps pour montrer toutes les courbes qui vont bien, c'est justement qu'on a commencé à faire du PIB dématérialisé sous forme de hausse de prix des actifs financés par l'endettement. C'est très exactement ce qu'on constate dans toutes les économies occidentales depuis les chocs pétroliers. Et voilà. Donc, la réponse à ta question est une réponse en creux qui est « oui, on peut, so what ?» D'accord ? En fait, ce que les gens ressentent vraiment dans la hausse du PIB, et ce qu'ils ressentaient dans le monde infini et qui leur comptait vraiment, c'était l'augmentation de l'espace habitable par personne, l'augmentation de la taille et le kilométrage annuel de la bagnole, l'augmentation du nombre de couteaux qui peuvent s'acheter, l'augmentation du nombre de robes et de vestes qu'on peut avoir dans son placard, etc. C'est ça que les gens ressentent vraiment. Et ça, j'espère que tu seras d'accord avec moi sur le fait qu'il y a quand même un tout petit lien avec les ressources physiques derrière. Bien. Oui. Il y a un autre facteur de limitation, c'est le temps à consommer. On l'oublie tout le temps, mais il faut du temps pour consommer de quelque chose. Pour aller voir des amis, il faut du temps. Pour manger, il faut du temps. Pour dormir, il faut du temps. Donc on a une limite physique qui est cette fois pas une quantité, mais un nombre d'heures. Et il ne faut pas oublier qu'on est très contraint par le fait qu'il y a 24 heures par jour. Pas 500 millions qui travaillent comme nous. Et donc on a 6,5 milliards qui peuvent être montés à notre, entre guillemets, niveau de spécialisation et de productivité en valeur. Pas forcément, parce que justement, ils utiliseraient beaucoup de matière. On n'est pas obligé d'utiliser de la matière. Non, on n'est pas obligé d'utiliser de la matière. Bien sûr que si. On peut la réutiliser, c'est du travail. Le PIB n'a pas été dit tout à l'heure, mais le PIB, c'est d'abord du travail, c'est-à-dire du temps passé à faire quelque chose. Il y a des rentes aussi dedans. Juste un commentaire là-dessus. La spécialisation suppose qu'on gère des tâches complexes. Gérer des tâches complexes, ça va en général avec des flux d'informations très importants et très complexes. Et des flux d'informations très importants et très complexes dans une société qui n'a pas des flux physiques très importants et très complexes est un truc qu'on a du mal à imaginer. Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal à imaginer ça. Et quand on regarde les régressions, on se rend compte que là où il y a énormément de gens traitant des informations compliquées dans des bureaux, c'est aussi là où il y a des consommations d'énergie très élevées par personne.
je vais à nouveau faire une remarque bête. L'énergie étant par définition la marque du changement, dans un système physique fini, qui est la planète Terre, vous n'avez pas une potentialité de changement physique infinie. Si, la Terre n'est pas un système fermé, elle reçoit chaque année des ah oui, vous pouvez porter la Terre à 400 degrés, et à ce moment, mais je doute qu'on soit encore là. C'est pas ça. Bah, si. En termes d'énergie, la Terre n'est pas un système fermé. Oui, mais elle dans a une 4 capacité. milliards d'années, quand le Soleil se sera éteint, il y aura un problème qu'il faudra. Non, mais la Terre étant un système physique, la Terre n'a pas la possibilité de voir transiter par elle un flux d'énergie indéfiniment croissant. C'est pas possible. Sinon, elle change d'état. Oui, donc peut-être, bonjour. On va prendre deux interpellations. Oui, bonjour, Jean-Pierre Pradérol de la SNCF, donc un des 10 000 têtus ou un des 10 fils à la patte, comme vous voudrez, tout en reconnaissant que bien évidemment le PIB est très surinterprété et mal interprété pour toutes les considérations environnementales, changement climatique, etc. bien sûr. Je voulais juste faire une réaction par rapport à la présentation de Pierre Lachaise, pour dire que je ne partage pas forcément l'optimisme sur l'existence de substituts au PIB pour traiter les sujets d'investissement, notamment en transport. Vous avez présenté que la valeur du temps, ou un concept du temps de valeur renouvelée pourrait être un substitut. On a déjà aujourd'hui, notamment dans le modèle gravitaire que vous avez évoqué, l'utilisation de valeur du temps de façon complémentaire avec le PIB, bien sûr, le PIB régional, le PIB national. Donc forcément, je pense que, à supposer que le PIB disparaisse, il faudrait le remplacer vraisemblablement par un autre indicateur de l'activité économique qui ne ferait pas l'objet de surinterprétation. Lorsque nous avions discuté ensemble, je vous avais parlé notamment de la consommation finale des ménages, qui elle est très utile aussi, comme le PIB, dans l'explication de l'évolution tendancielle des trafics, cette fois-ci, non liée à la réalisation d'un projet d'amélioration de l'offre. Et donc ma question, elle était un peu aussi celle-là, c'est-à-dire que vous avez présenté en quelque sorte une critique du PIB, mais est-ce que votre approche en fait n'est pas implicitement plus large? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une critique en fait de toute la comptabilité nationale, de tous les agrégats de la comptabilité nationale, y compris notamment celui que je viens de citer, la consommation finale des ménages? Merci. Pour reprendre mes propos, donc, je dis que le PIB n'est pas une bonne boussole. Quand je dis ça, je ne me pose pas la question de est-ce qu'il faut que le PIB croisse ou décroisse. À la limite, ce n'est pas la question qui m'intéresse. Je dis, la première remarque, c'est de dire c'est pas l'indicateur qui nous permet de savoir si on est sur la bonne route. La bonne route, c'est en termes d'équilibre écologique, c'est en termes de traitement de la rareté des ressources, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas la bonne boussole. Après, on dit qu'il faudrait apprendre à s'en passer. Alors, pour ça, j'ai regardé quels étaient les usages. Alors, il y a des usages où on se dit c'est facile de s'en passer, et c'est même important de s'en passer. Mais alors, j'ai cité les usages liés aux investissements d'infrastructures, parce que le PIB, on l'a vu dans les deux discours, joue un rôle très important. Très honnêtement, si les opérateurs d'infrastructures continuent à utiliser le PIB parce qu'ils y trouvent de l'intérêt, tant mieux. C'est pas très grave, ça. Je trouve que c'est grave dans le pilotage des économies, je trouve que c'est grave pour masquer des déficits budgétaires, je trouve que c'est grave pour tout un tas de choses. Si vous êtes satisfait de ça, pour piloter le développement des infrastructures, pourquoi pas. Je n'ai pas été convaincu qu'en prenant les chiffres de la population, ça soit très différent. Mais bon, c'est pas le sujet, quoi. Et on voit bien que derrière la question des autoroutes, du temps, il y a plein d'autres choses qui se passent. Mais dont acte par rapport à votre remarque. Et juste je ne pense pas qu'il faille les supprimer, tous ces agrégats par ailleurs, parce qu'ils sont d'une richesse très importante. Je ne sais plus, ça a été dit sur la composition du PIB, quand on parle de revenus, la répartition entre la rémunération du capital et la rémunération du travail, c'est fondamental de maîtriser ça, de savoir comment ça évolue, dans le temps, et ainsi de suite, de bien comprendre que quand on parle du PIB, on parle de revenus, et que le revenu, il est multiple. Donc, bien sûr qu'il faut continuer à suivre ces indicateurs et à les analyser. Donc, maintenons les agrégats, mais sur tout un tas d'usages, on peut passer à autre chose, on doit passer à autre chose.
Un mot de Jean Delon. Non, je suis d'accord, on peut utiliser d'autres variables émanant de la comptabilité nationale pour faire des prévisions, mais ça ne change pas le fait qu'ils sont tous consanguins, ils sont tous indexés sur le PIB, et fondamentalement, on fait le même exercice. Alors, je sais que vous utilisez la dépense des ménages, on le fait aussi pour les véhicules légers, on utilise beaucoup aussi la production manufacturière, qui est un indicateur pour les poids lourds qui est très pertinent, peut-être plus dans les périodes de crise que le PIB, mais il n'en reste pas moins que tout ça, c'est consanguin avec le PIB. D'accord. Une autre interrogation, allez-y. Bonjour, Christophe Corbel, Environnement Canada. J'ai deux questions. Une sur, vous avez dit, il y a environ 5 ou 10 000 personnes en France qui utilisent le PIB, donc c'est peu de gens, mais qui sont influents et qui sont têtus, comme vous avez dit. Donc, mis à part les habitudes, ou l'inertie, y a-t-il des gens, des acteurs qui ont un intérêt à ce que le PIB ne disparaisse pas? Ça, c'est la première partie. Et la deuxième question, ce serait sur la transition. C'est pour faire un parallèle avec l'euro, est-ce que si le PIB, ou espérons quand le PIB est remplacé, est-ce que vous voyez plutôt une transition à la française où on a 1 ou 2 ans, et même encore 10 ans après, on a des doubles affichages euro-franc, ou est-ce qu'on fait une transition à l'allemande où on dit à minuit, le Deutsche Mark n'existe plus et maintenant c'est que de l'euro? Moi, j'étais plutôt pour dire que la transition allait se faire. Je proposais que la transition se fasse plutôt en douceur, usage par usage. C'est-à-dire que c'est usage par usage qu'on va utiliser d'autres indicateurs que le PIB pour la représentation de la puissance, pour la représentation du bien-être. Je crois que l'enseignant l'a dit, à un moment, le PIB était très, très proche d'une vision du bonheur, d'une vision du progrès. Et le fait que le PIB croît, c'était un bon signe de croissance du progrès. J'ai l'impression que cette idée-là disparaît. Donc c'est un usage, si on écoute les Coréens ou les Japonais, ils disent, nous, on a multiplié notre PIB par 4, et le bien-être, il diminue en 20 ans. On ne comprend pas pourquoi. Ici, ils savent pourquoi. Parce que les gens sont plus seuls et les gens se suicident. Et ça, l'indicateur de suicide sur le bien-être, il est assez frappant. Donc, et ils agissent, ils suivent le PIB, bien sûr, mais ils suivent aussi, de façon très, très précise, le phénomène de solitude. Donc, je pense que c'est usage par usage que le PIB devrait, entre guillemets, mourir, enfin, par rapport à cette vision un peu hégémonique qu'il a aujourd'hui. Donc, je ne crois pas il n'y aura pas un grand soir. Et moi, j'aimerais vous inviter à ce que dans ce que vous publiez, dans ce que vous étudiez ou dans votre façon de réfléchir, justement, vous allez vers ces alternatives. Vous étudiez différemment, vous étudiez autre chose, parce que la compréhension de ce que nous vivons et l'identification de solutions passera par cet autre regard que la mesure des choses. Bon, c'est croissance, pas de croissance, mais ça ne répond pas à la question, est-ce qu'on peut faire de l'emploi? Ça ne répond pas à la question, qu'est-ce qu'on fait des 6 milliards, 500 000 personnes qui ne sont pas productives, entre guillemets. Et ça ne répond pas à la question, comment les rendre productives? C'est sans doute pas en leur faisant construire des voitures, des avions, des trucs comme on le fait aujourd'hui. Je ne pense pas. En tout cas, ça, on sait qu'on ne peut pas le faire. Il y avait une deuxième partie à la question. La première partie, pardon. Qui a intérêt à regarder? Ah oui. Intérêt, je ne sais pas. Des gens que je sens attachés au PIB, c'est les fonctionnaires de Bercy. Pourquoi? Parce que quelque part, le PIB, c'est la mesure de l'assiette fiscale. Donc, le PIB croît. Il y a quelques infos de stock, mais pas beaucoup. Oui, donc comment dire, voilà, ça, c'est hyper précieux, ça. Je veux dire, c'est l'assiette dans laquelle je vais puiser, et donc c'est pour ça peut-être que c'est un indicateur aussi, aussi majeur du point de vue des gouvernements, du point de vue de ce mélange entre les politiques et la haute finance du MINEFI. C'est l'assiette fiscale. Et on suit l'assiette fiscale, et les gens sont obsédés par la croissance de l'assiette fiscale. Mais des gens qui ont intérêt, pour en parler, je ne sais pas. Pardon. Une remarque
peut-être un peu provocante, mais en même temps un peu pragmatique. Les gens qui n'ont pas intérêt à sa disparition, je vais être un peu plus précis, en fait, les gens qui ont envie que ça subsiste et que ça croisse, c'est, comme je le disais tout à l'heure, tous les gens qui ou n'ont pas le temps, ou n'ont pas envie, ou n'ont pas les capacités, ou etc., d'imaginer autre chose que la continuation actuelle. Parce que la solution sympathique, paresseuse, j'allais dire, c'est les problèmes, enfin, je veux dire, la croissance revient, du coup, effectivement, les impôts rentrent, etc., et donc les problèmes sont résolus, et je peux aller à la pêche. À partir du moment où ce n'est pas le cas, ça pose 1 millier de problèmes pratiques, auxquels je n'ai pas réfléchi à l'avance, et donc ont intérêt à ce que cet indicateur, en fait c'est deux choses, hein, c'est un subsiste et deux se remettent à augmenter, c'est les deux à la fois, parce que avoir intérêt à ce que cet indicateur subsiste s'il doit se mettre à décroître, j'allais dire, au contraire, il y a très peu de gens qui y ont intérêt. Pour revenir à la question des infrastructures tout à l'heure, si on considère que les gens de Vinci sont neutres quant au fait que leur chiffre d'affaires augmente ou diminue, le fait qu'ils utilisent le PIB pour dimensionner les infrastructures est un non-sujet. Tu dimensionnes les infrastructures, puis il y a plus de PIB, il y a plus de trafic, il y a moins de PIB, il y a moins de trafic, puis ouais, terminé, quoi, on n'en parle plus. Non mais c'est ça, mais je veux dire, ça porte sur le rapport que les gens de Vinci ont avec leur propre chiffre d'affaires et leurs propres résultats. Mais ce n'est pas un sujet de société, c'est un sujet... voilà. En ce qui concerne les gens qui voient ça comme une boussole universelle, l'absence de cette boussole universelle transforme instantanément un problème qu'on pense simple en 1 millier de problèmes compliqués. C'est ça la version réelle, de mon point de vue. Encore une fois, c'est le nombre de problèmes pratiques que ça pose à partir du moment où la croissance de ce truc n'est pas la situation par défaut. Mais encore une fois, c'est deux choses à la fois, hein. C'est le PIB et sa croissance. Ce n'est pas juste l'existence du PIB. Une dernière interpellation, oui, allez-y. En fait, j'aurais une question sur ce que le PIB mesure, parce que j'étais venu ici en pensant que ça mesurait l'activité productive en nombre de voitures, de kilomètres d'autoroutes ou ce genre de choses. Et donc j'ai entendu parler qu'on intégrait dedans des activités type bricolage, qu'on pourrait y ajouter sans doute la garde d'enfants, le ménage, etc. Du coup, je me demandais, dans la croissance du PIB ces dernières années, quelle est la part de ces activités-là qui probablement n'étaient pas comptabilisées il y a 50 ans, quoi. Enfin, quelle est la part de nouvelles activités qu'on ajoute dans le PIB chaque année, enfin, ou quelque chose comme ça? Oui, donc le bricolage, ça y est, la garde d'enfants, ça y est pas. Hein, il y a un côté un peu sexiste là dans le PIB. Hein, sauf si on paye une nounou, bien sûr, mais la garde d'enfants pour compte propre, entre guillemets, en autoproduction, ça y est pas. Donc ça, non, mais c'est typiquement un point de vue très arbitraire. Hein. Pourquoi c'est comme ça? Ça fait longtemps que ça y est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas. Oui, par rapport à l'interrogation, c'est pas la réponse. Par ailleurs, j'ai absolument pas fait ce que je préconise de faire, c'est-à-dire j'ai pas regardé la composition du PIB et fait cette analyse que vous évoquez, de dire quand le PIB croît, qu'est-ce qui l'a fait croître, quelle nature de production l'a fait croître? Est-ce que c'est la production industrielle, la production de services? Est-ce que c'est ces productions pour compte propre que l'on valorise de plus en plus, et comment on le fait d'ailleurs, comment on fait pour l'identifier? J'avoue que j'ai pas fait cette analyse, et donc je ne sais pas vous répondre. Je pense que, et par ailleurs c'est un peu compliqué hein, quand on va sur le site de l'INSEE pour rentrer dans le détail. Enfin, c'est un gros boulot de faire ça. Donc c'est intéressant, mais je n'ai pas fait suffisamment cet effort. J'ai pas fait le détail non plus, mais à mon avis c'est quand même très marginal. Je pense que, en termes de part du PIB, et d'autre part, je pense pas que ça ait beaucoup augmenté ces dernières années. La convention qui est vraiment la plus compliquée à mes yeux dans la fabrication du PIB, c'est, oui, effectivement, il y a la question du logement, comme vous dites, mais c'est surtout la valorisation de l'action publique. C'est-à-dire de dire l'action publique ne vaut que ce que valent les salaires des gens, n'a aucune valeur ajoutée en gros, ne vaut que ce que valent les salaires des gens qui sont dedans. On ne fait pas la même chose dans le privé. Pardon ? Je dis la connaissance transmise ou zéro. Oui. Et ça, c'est vraiment questionnable. Mais... Si vous,
Si vous souhaitez peu. Il y a plein de conventions, en fait, on n'a pas eu le temps de les détailler, mais qui sont des points d'interrogation quand on commence à bien regarder. Il y en a une autre qui a eu un impact majeur, qui est la distinction entre la croissance en volume et l'inflation. À chaque fois que vous avez une innovation technologique, je faisais un ordinateur avec une diagonale d'écran de 15 pouces, je me mets à faire un ordinateur avec une diagonale d'écran de 16 pouces et qui fait poète-poète au réveil. D'accord ? Et je le vends 2 fois plus cher. C'est le même ordinateur qu'avant et donc c'est de l'inflation, ou c'est pas le même ordinateur qu'avant et c'est pas de l'inflation. Et les gens de l'INSEE, chaque année, avec l'innovation technologique, ils doivent répondre à une tétrachier de questions de cette nature, pour laquelle c'est entre 8h et 8h30 le matin qu'ils décident de la réponse. Et ce genre de choses, dans une société dans laquelle les produits évoluent rapidement, ça a un impact majeur sur le PIB, à tel point que les Américains viennent de s'inventer 3% de croissance, il n'y a pas très longtemps, en réintégrant dans le PIB des trucs qui ne comptaient pas avant. Donc des conventions de ce type, vous en trouvez dans tous les sens, ce qui est un autre sujet pour lequel, quand bien même on aime bien le PIB, la nature de son orientation récente, à rapprocher de ce qu'a dit Pierre sur les recalculs qui font apparaître 1% de delta en plus, en moins, etc., rendent même la notion, et ça rapproche aussi de la question de Benoît tout à l'heure, quand il bouge, aujourd'hui, dans le monde aussi complexe que nous avons créé, où nous n'avons pas 3 catégories de produits, qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Même quand il augmente, qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? C'est devenu une question à laquelle il n'y a pas de réponse évidente. Je vous propose que ce soit le mot de la fin, à moins qu'il y ait... Si vous voulez prendre encore une autre question, c'est faisable. Okay. Oui, bonsoir, Raymond Zaharia, ingénieur en retraite du Club des Argonautes. Je m'exprime à titre personnel. Comme j'ai eu un mal fou à trouver la salle, je ne sais même pas si au début on a évoqué le travail de Patrick Vivray, mais évidemment c'est la différence entre le qualitatif et le quantitatif sur lequel je voudrais m'exprimer. C'est-à-dire qu'on pourrait commencer déjà par inventarier les activités qui sont très gourmandes en ressources non renouvelables, etc. Et éventuellement les pondérer ou les pénaliser par rapport à celles qui le sont moins. Et puis il y a aussi la dimension psychologique, quoi. Je veux dire que quand on fait une projection du climat futur, ça a peu de chances de changer le climat futur. Quand on fait une projection de l'activité économique future, ça risque de changer l'activité économique future. Il y a un côté auto-réalisateur de la prédiction. Toujours doublement qualitatif, dans le PIB masque une situation relative aux inégalités. Le fait qu'en ce moment, le PIB augmente peu, mais les inégalités augmentent énormément. Et que c'est probablement un des obstacles majeurs pour la transition énergétique, quoi. Mais bon, je suis un peu plus loin du PIB, là. Merci. On va prendre les différentes interrogations qu'il y a. Donc, il y a quelqu'un là-bas. Gérard Ridier, X Environnement. Moi, je me pose une question et qui est directement liée à la situation économique actuelle. C'est que l'économie souterraine, on parle d'économie souterraine et on essaie d'évaluer. Alors moi, je ne sais pas comment les gens évaluent. Et donc là, il y a une grande humilité. Quand on dit qu'en France, c'est 20% d'économie souterraine, donc quid ? Et qu'en Espagne, on arrive à 40% et qu'avec un taux de chômage comme ça, alors comment peut-on évaluer ? Déjà, le PIB, on se pose des questions sur le PIB lui-même, hein, avec 0,7 ou 0,5. Et quand on dit qu'il y a 20% d'économie souterraine, comment on évalue 20% d'économie souterraine ? D'accord. Allez-y, monsieur. Olivier Pascal, ingénieur Veolia Environnement, mais je m'exprime plus à titre personnel. Je suis frappé en écoutant les différents propos de me faire des souvenirs de mes études où, dans les années 75, il y avait une maturité sur ces questions-là qui était déjà très forte. Ivan Illich a été cité. Il y avait une certaine urgence dans les politiques publiques de dire il nous faut des indicateurs autres de notre efficacité sociale et économique des politiques publiques. Et toutes ces questions étaient là. Il y avait des publications. Et je n'ai pas vraiment l'impression d'entendre des choses fondamentalement différentes et des préoccupations fondamentalement différentes à celles que j'entendais quand j'étais en cours de formation il y a 30 ans. Non, il y a 40 ans, pardon. Voilà, alors il y a une différence majeure, c'est qu'on a introduit dans les réflexions les sujets des ressources limitées. Ça, on en parlait beaucoup moins il y a 40 ans. Mais tout le reste avait le même type de maturité. D'une certaine manière, j'ai l'impression que le sujet des ressources limitées, en plus, il sert un peu à dévier
le fondement de la réflexion, parce que tout le monde dit ah ben il n'y a qu'à passer des ressources limitées aux ressources renouvelables. Alors on se focalise sur comment je passe et comment je fais une transition là-dessus. Et pendant qu'on s'occupe de ça, le reste ne devient pas plus urgent. Voilà, ça c'est une espèce de provocation là-dedans. Ceci dit, je ne vois pas pourquoi les questions qui sont ouvertes aujourd'hui, est-ce que vous avez un espoir que l'accélération de la façon dont elles pourront être traitées ou la façon dont elles pourront être traitées pourront être différentes et pourront évoluer par rapport à ce qui était posé dans les années en 1974, en 1975, qui est où vous trouvez beaucoup de choses, enfin aussi bien, encore une fois, les éléments des politiques publiques françaises étaient extrêmement riches sur le sujet. Hein. Dès qu'on va les fouiller, les indicateurs sociaux étaient travaillés par tous les ministères, etc. Ok. Dernière, d'accord. En liaison avec la question précédente, Stéphane Savarez, Association Sauvons le climat. Est-ce qu'une manière de guérir Bercy du PIB, ça ne serait pas effectivement une réforme fiscale, comme l'a suggéré déjà Jean-Marc Jancovici, et qui consisterait à modifier l'assiette de la fiscalité, au lieu de taxer les revenus du travail et du capital, de taxer la pollution, c'est-à-dire les émissions de CO2 et la diminution des ressources renouvelables et non renouvelables. Ok. Donc, s'il n'y a plus de remords, je vais demander à chacun des intervenants de à la fois répondre aux interrogations sur lesquelles il pense avoir des choses à dire et puis de dire un mot de conclusion. Qui est-ce qui les mains? Sur la fiscalité, très rapidement, sur le fond, oui, pratiquement, compliqué. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que définir un objectif qui fait sens une fois qu'on y est arrivé, c'est plus facile que de dire comment on y arrive en faisant la part des choses entre les gens que ça arrange et les gens que ça enquiquine. Sur la question des années 70, il y a une autre lecture que j'ai faite il y a quelques années qui m'a stupéfait, qui était le travail de Meadows, qui était quelque chose qui était vraiment extraordinaire, hein, ce qu'on a vulgarisé dans le paysage français par les limites à la croissance. Hein. Halte à la croissance, pardon. Le titre en français, c'était Halte à la croissance. Très mauvais titre, mais bon. Et donc, le boulot de Meadows contient en filigrane tout ce qu'on vient de raconter aujourd'hui. Je pense que la différence fondamentale entre ce qui s'est passé à l'époque et aujourd'hui, c'est que l'expérience grandeur nature qui a suivi ces travaux et qui leur a donné, à mon avis, un relief particulier, c'est-à-dire le choc de 74 et le choc de 79, ont produit des effets pendant un an. C'est-à-dire la récession en 74 a duré un an, puis après la croissance est repartie. En 79, on s'est été un peu plus plat pendant un peu plus longtemps, 2-3 ans, mais après c'est reparti. Là, je vous rappelle quand même que ça fait 6 ans que la France est sans croissance. Vous prenez le PIB de 2007, il est égal au PIB de 2012, il sera égal au PIB de 2013, ce qui, soit dit en passant, répond aussi à ce qui a été dit par Raymond Zaharia. La croissance est autoréalisatrice, Hollande aimerait bien et Sarkozy aurait bien aimé. Ça a cessé d'être vrai. Donc, ça fait 6 ans, 7 ans, et donc ça, c'est un changement absolument majeur par rapport à ce qu'on a vécu au moment des chocs pétroliers. C'est que le problème, là, on commence à l'avoir sur la table pour de vrai. Hein. Et je pense que ça va changer significativement les choses. Alors, peut-être qu'il eût mieux valu que ça changeât de manière différente, mais en attendant, je pense que pour le coup, il y a un certain nombre de modifications qui vont suivre le fait que j'allais dire, la limite, c'est maintenant. D'accord. Oui, moi, je n'ai pas vraiment de réponse. J'ai pas vraiment de réponse sur les questions qui ont été posées. Sur le souterrain, l'économie souterraine, c'est vrai que c'est des chiffres qu'on cite. Et ben, je pense que c'est des évaluations, c'est-à-dire qu'en fait, on prend par sondage, en fait, par extrapolation, finalement, on en déduit qu'il y a X%, quoi. Donc c'est effectivement, c'est un petit peu comme je dirais l'immigration illégale. On vous dit qu'il y a tant d'immigrants illégaux en France ou ailleurs. Et en fait, sachant qu'ils sont invisibles, bon, comment est-ce qu'ils ont fait, quoi, c'est vrai. Mais bon, je dirais que c'est juste pour dire, enfin, l'ordre de grandeur finalement a peu d'importance, si ce n'est, enfin, entre pays voisins, si ce n'est entre le nord et le sud, pour montrer qu'en fait toute l'économie informelle est une richesse qui n'est pas comptée, quoi, en fait. Donc après, mais c'est vrai que c'est une bonne question. C'est comment est-ce qu'on le mesure, je ne sais pas. Sur l'histoire de... Bon, j'ai un peu commencé là-dessus, hein, pour dire qu'en 70, il y avait effectivement les critiques. Aujourd'hui, elles étaient déjà là, effectivement, le rapport Meadows. Moi, je dirais peut-être la différence, c'est que on ne parlait pas du CO2, en fait, dans les années 70. Et notamment, il n'y avait pas cette conscience du fait que les actions des uns ont une influence sur celles des autres. Donc, finalement, on ne peut pas prendre
le problème uniquement dans un pays, mais on est obligé effectivement de faire tous ensemble, je dirais, la même démarche et prendre aussi en compte le fait qu'il y a des pays qui n'ont pas les mêmes, les mêmes priorités de développement en fait. La Chine n'a pas les mêmes priorités que la France ou que d'autres pays ou que le Mali, etc. Donc ça, je pense que c'est assez nouveau, cette prise en compte, ce qu'on appelle en économie les externalités, à savoir que l'action des uns a des effets sur les autres, en fait. Donc ça, c'est important. Après, en termes de conclusion, je pense que pour les indicateurs, moi, je pense que le PIB, en fait, reste important pour tout ce que j'ai dit, à savoir le lien avec le revenu, notamment, montrer effectivement la richesse d'où ça vient, enfin une certaine forme de richesse. Il ne faut pas oublier effectivement l'accès aux biens et services que ça nous permet. Mais effectivement, je suis assez séduit par l'idée qui a été avancée par Pierre Lachaise de multiplier, des indicateurs physiques, notamment le nombre de médecins ou autres, mais en complément effectivement sur certains sujets, plutôt que d'inventer des indicateurs qui sont des composites et puis finalement qui ont le défaut de leur composition, parce qu'effectivement quand vous faites un indicateur composite, suivant la part, effectivement la pondération, ça peut tout changer, quoi. Voilà. Ceci dit, sur ce plan, c'est un chemin qu'on suit déjà, donc sur par exemple PISA pour l'éducation, il y a dans les politiques publiques beaucoup de systèmes qui se développent de ce type-là. Jean Delons. Pour ce qui est des économies souterraines, j'ai le souvenir en 1987 d'avoir manipulé les données de l'OCDE et d'avoir trouvé dans le PIB de l'Italie une augmentation de 30%. Et on s'était posé la question d'où ça vient ce machin-là. Et on avait été voir l'OCDE qui nous avait dit cette année, on a pris en compte l'économie souterraine. Donc ça ne changeait pas le reste de la série, mais il y avait un facteur multiplicateur de 1,30 devant toute la série de PIB. Donc il y a encore des petites choses. Bon, pour ce qui est des indicateurs, c'est vrai, vous disiez que c'est une démarche constante depuis un grand nombre d'années d'avoir des indicateurs. Ceux qui m'ont le plus plu, c'est les indicateurs d'Amartya Sen, qui sont des indicateurs de style de vie, de niveau de vie généralisé, et qui mettent par exemple en évidence que le niveau de vie aux États-Unis et au Kerala, le Kerala n'est pourtant pas la province la plus riche du monde, c'est une province au sud de l'Inde, et est à peu près identique. Donc c'était une tentative qui était assez bien vue, j'avais trouvé que c'était pas mal. Puis pour finir, j'ai le sentiment qu'on cherche tous l'indicateur uniforme, parfait. Alors il y a un indicateur qui traîne dans la littérature, c'est le revenu distribuable, où on monétarise tout. Mais je reviens à mon idée de tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir que la construction théorique de cet indicateur, ce qui a été défini par Maurice Allais, notre Nobel d'économie, est quelque chose de très faisable d'un point de vue théorique. Ça marche relativement bien. Mais quand il s'agit de définir les prix relatifs de chacun des biens, on est un peu cuit parce que chacun il n'y a pas de marché pour juge de paix. Donc on est dans une situation où la théorie est bien définie et où la pratique ne l'est pas. Bien, Pierre Lachaise, c'est à vous que revient le dernier mot. Oui, alors sur le fait que la critique du PIB soit ancienne, quelqu'un a cité Patrick Vivray, Dominique Hédin, enfin c'est vrai ça fait très longtemps qu'il y a des critiques qui sont émises sur le PIB, et effectivement on n'a pas rajouté d'éléments nouveaux par rapport à ces éléments critiques. On a juste fait un rappel et une synthèse de ça. C'est vrai que le fait que le PIB, comme l'a rappelé Jean-Marc, ne prenne pas du tout en compte la rareté des ressources, c'est un élément nouveau et majeur, capital. Donc il n'y a pas d'évolution là-dessus, voire même, et le PIB, je trouve que sa place, c'est de plus en plus accrue dans nos sociétés, à la fois comme indicateur de référence, et puis encore une fois, quand on voit qu'il va être inscrit dans des textes constitutionnels, ça paraît faux, quoi. Quand on parle de comment il est constitué, le fait qu'il y ait plus ou moins d'économie souterraine, tout un tas d'imputations, et on se dit, cet indicateur-là, on va l'inscrire, et c'est dans la Constitution, au même titre que des droits fondamentaux, et ainsi de suite. Ça paraît assez aberrant. Alors, sur le plan de la critique, donc les choses sont assez anciennes, sont assez connues. Modestement, ce qu'on a voulu apporter un peu de nouveau, et le parti pris qui a été le nôtre, était de se dire, réfléchissons, si on veut vraiment voir si on peut s'en passer de ce PIB, réfléchissons, et si on identifie à quoi il sert. Et c'est pour ça qu'on a fait ce travail de dire,
il y a 10 usages types. Au moins, on les a identifiés, on les a catalogués. On voit qu'ils sont de nature différente. Certains sont très opérationnels, d'autres ont une valeur symbolique, d'autres ont des valeurs politiques. Ce qui était intéressant, le fait de le cataloguer, au début, on les a catalogués, on les a identifiés pour voir quelles étaient leurs résistances. Et ce qui me frappe, c'est de voir que cette résistance, elle est assez faible. C'est-à-dire que usage par usage, et on peut trouver des alternatives. Alors, peut-être pas pour les infrastructures de transport, mais il y a une forte résistance. Mais on peut trouver des alternatives et on peut avoir donc des modèles qui soient éventuellement plus pertinents par rapport aux usages et aux objectifs souhaités. Donc c'est ça qu'on a voulu mettre en avant. Et on se dit que, et encore une fois, je vous invite à ce que quand vous êtes face à ces usages, n'hésitez pas à les remettre en cause. C'est aberrant qu'une dette soit exprimée en pourcentage du PIB. Encore une fois, je pense qu'on n'aurait pas la même réaction si on nous disait que l'État est en déficit de 30% de son budget. Ou de 30-40. Donc il y a des choses comme ça où que la puissance des pays, c'est lié à leur PIB, on sait que c'est pas vrai. Ou que le bien-être est lié au PIB, on sait que c'est pas vrai. Donc la critique est ancienne. L'approche par les usages, on a essayé un peu d'innover. Et vraiment, on vous invite, puisque ces usages sont identifiés, à chaque fois à vous dire, mais faisons autrement. Il est possible de faire autrement dans les commentaires, dans les analyses, dans les discussions.